Bonjour, ici Sophia et voici ma nouvelle histoire originale sur la chaîne Regard du Temps. Écoutons ensemble. Je m'appelle Tiffany Siard, j'ai 34 ans. Le mois dernier, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ta sœur est malade chaque fois qu'elle voit ton visage. Fais tes bagages ce soir. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai pris un seul sac, un vieux sac de sport gris que j'avais depuis la fac, et je suis sortie de la maison de mes parents sans prononcer un mot. Mon père est resté dans le couloir tout du long. Il m'a regardé porter ce sac devant lui. Pendant 7 jours, il n'a rien dit. Pas un appel, pas un message. Puis mon père a appelé, puis ma mère, puis ma sœur. J'ai laissé sonner chaque fois. Mais ces 7 jours de silence ne m'ont pas brisé. Ils m'ont donné quelque chose que je n'avais jamais eu. De la clarté. Avant de vous ramener à cette soirée-là, prenez une seconde pour liker, vous abonner et laisser un commentaire en me disant d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un jeudi soir d'avril, la nuit où ma mère a choisi ma sœur plutôt que moi pour la dernière fois. Je suis debout devant l'évier de la cuisine de mes parents. L'eau chaude coule sur un plat à gratin. Le dîner du jeudi, la même routine que je maintiens toutes les 2 semaines depuis que j'ai quitté la maison, il y a 6 ans. La maison sent le pain à l'ail et le nettoyant au citron. La télé tourne en sourdine dans le salon. Tout est normal. Tout va bien. Sauf que Jocelyne est enfermée dans la chambre de ma mère depuis plus d'1 heure. J'entends le murmure de sa voix à travers le mur. Il monte, descend, remonte. La voix de ma mère est plus basse, apaisante. Ce ton qu'elle prend quand elle absorbe la crise de quelqu'un d'autre comme une éponge. Je rince le dernier plat, m'essuie les mains avec un torchon à rayures, le pose sur le plan de travail, le plie en 3. Réflexe. C'est à ce moment que la porte de la chambre s'ouvre. Ma mère sort la première. Son visage est figé, pas en colère, décidé. Il y a une différence. La colère laisse place à la discussion. La décision, non. Ta sœur dit qu'elle a la nausée chaque fois qu'elle voit ton visage. Elle le dit à plat, comme si elle lisait une notice de médicament. Il faut que tu fasses tes affaires ce soir. Je regarde au-delà d'elle, dans le couloir. Mon père se tient près du placard à manteau, une main sur le chambranle, les yeux rivés au sol. Tu lui as demandé ce qui s'est vraiment passé entre nous? Je dis. Je n'en ai pas besoin. Ma mère relève le menton. Je vois ce que ça lui fait. Je replie le torchon une fois de plus, le pose sur le plan de travail et monte à l'étage. Mon ancienne chambre, celle que j'ai cédée à 12 ans pour que Jocelyne ait son propre espace, a encore une étagère avec mes manuels de fac. Je sors le sac de sport gris du placard et je fais mes bagages en moins de 4 minutes. Mon père est toujours près du placard quand je redescends. Je passe devant lui sans m'arrêter. Il a eu 34 ans pour dire quelque chose. Ce soir ne sera pas le soir. 3 jours avant le sac. C'est là que tout commence vraiment. Je suis assise à la table de la salle à manger de mes parents, mon ordinateur portable ouvert. J'aide mon père à rapprocher un relevé bancaire. Je le fais 1 fois par mois parce que les chiffres le stressent. C'est là que je le vois. Un débit sur la carte de crédit, puis un autre. Puis 14 de plus. 4 200 $ étalés sur 3 semaines. Tous sur la carte commune de mes parents. Les noms des commerçants sont un mélange de sites de vêtements de boutique, un abonnement de cosmétiques de luxe et un revendeur de sacs à main. Pas une seule dépense professionnelle. Jocelyne avait dit à nos parents qu'elle avait besoin de la carte pour le stock de sa start-up. Sa boutique en ligne, la 3e idée de business en 2 ans. Je n'en parle pas pour déclencher une dispute. J'en parle parce que mon père a 64 ans, il est à la retraite avec un revenu fixe et 4 200 $, ce n'est pas rien. Jocelyn, je dis au dîner ce soir-là en gardant une voix posée. Ces débits ne correspondent à aucun grossiste que je puisse trouver. Elle ne cille pas. Tu as fouillé dans mes achats? Papa m'a demandé de rapprocher le relevé. Ils sont là, noir sur blanc. Elle pose sa fourchette. Ses yeux se remplissent. Pas progressivement, comme un interrupteur. Tu fais toujours ça. Tu dois toujours me faire passer pour la méchante. Je ne te fais passer pour rien du tout.
Les reçus sont... Je ne peux pas. Elle repousse sa chaise. Le pied racle le sol. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Et tout ce que tu fais, c'est juger. Elle est debout. Elle disparaît dans le couloir. La porte de la chambre claque. Et voilà ma mère debout, sa serviette froissée dans le poing, qui me fixe comme si je venais de mettre le feu à la table. Elle n'avait pas besoin de crier en retour. Pas besoin. L'arme de Jocelyn n'a jamais été le volume. C'étaient les larmes. Il faut que vous compreniez quelque chose. Cette soirée-là n'était pas un tremblement de terre. C'était juste la dernière secousse d'un schéma qui avait commencé quand j'avais 12 ans. C'est l'année où ma mère m'a dit de descendre mes affaires à la cave. Jocelyn avait 8 ans et avait besoin de sa propre chambre pour développer sa créativité. Je n'ai pas protesté. J'ai porté mes draps 2 étages plus bas et j'ai aménagé un coin dans le sous-sol. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte ce soir-là. Il a levé la main comme pour frapper au mur, peut-être dire quelque chose. Puis il s'est retourné et est remonté. À 22 ans, j'ai été diplômée avec les honneurs de Virginia Tech, summa cum laude, en gestion de projet, double spécialisation en analyse de données et communication organisationnelle. Mes parents sont venus à la cérémonie. Ils se sont assis au fond. Ils sont restés 10 minutes après le cortège, puis sont partis parce que Jocelyn ne se sentait pas bien. J'ai appris plus tard qu'elle avait mal à la tête. À 28 ans, j'ai été promue chef de projet senior chez Lockwell Infrastructure, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. J'ai appelé ma mère depuis le parking, encore tremblante. Elle a dit « C'est super, ma chérie. Écoute, ta sœur vient de se faire engueuler par son patron, et elle est vraiment mal. Je peux te rappeler ?» Elle n'a jamais rappelé. Chaque étape rétrécissait dès qu'elle franchissait le seuil de cette maison. Chaque réussite était classée derrière la crise que Jocelyn jouait cette semaine-là. J'ai continué à m'investir parce que je croyais qu'un jour, si j'accomplissais assez, il finirait par me voir. C'était le mensonge que je me racontais depuis 22 ans. Je n'étais pas en colère la nuit où j'ai fait ce sac. J'étais épuisée. Il y a une différence. La colère s'attend encore à ce que les choses changent. L'épuisement a cessé de demander. Laissez-moi vous parler de ma sœur. Pas la version qu'on entendrait à Thanksgiving. La version qu'il m'a fallu 3 décennies pour voir clairement. Jocelyn a 30 ans. Elle est intelligente, vraiment intelligente. Elle lit une pièce plus vite que quiconque. Elle sait exactement quand baisser la voix, quand laisser ses yeux se remplir, quand pincer les lèvres comme si elle retenait des larmes trop courageuses pour couler. Elle ne planifie pas ça comme un escroc planifie une arnaque. C'est plus instinctif. C'est le seul outil dont elle ait jamais eu besoin, parce que c'est le seul que notre famille ait jamais récompensé. Quand sa boutique en ligne a fait faillite l'an dernier, 12 000 $ de l'argent de nos parents envolé, elle n'a pas dit « j'ai échoué ». Elle a dit « j'ai peur que Tiffany ait eu raison sur moi ». Et cette pensée me donne envie de disparaître. Ma mère a entendu « disparaître » et a cessé d'entendre tout le reste. En 25 minutes, elle était au téléphone avec moi. « Tu vois ce que tes critiques lui font ? Elle est fragile, Tiffany. Elle n'est pas comme toi. » Cette phrase, « elle n'est pas comme toi », a été la laisse qu'ils m'ont mise pendant des années. Ça voulait dire « toi tu es forte, alors absorbe les dégâts. Elle est faible, alors elle a le bouclier. » Mais il y a un problème avec quelqu'un qui ne fait jamais face aux conséquences. Cette personne ne développe jamais le muscle pour y survivre. Jocelyn n'est pas fragile parce qu'elle est née comme ça. Elle est fragile parce que chaque fois qu'elle commençait à se fissurer, quelqu'un se précipitait pour la recoller avant qu'elle puisse apprendre à le faire elle-même. Et tant que je restais dans l'orbite de cette famille, elle avait toujours quelqu'un contre qui jouer. Ma compétence était le décor qui rendait son impuissance crédible. Ma mère a pris sa retraite de l'enseignement il y a 3 ans, 31 ans, à Maple Ridge Elementary, employée de l'année 2 fois. Elle adorait ce travail. Pas seulement les enfants, mais la structure, la sonnerie du matin, le plan de cours, la rangée de petits visages qui avaient besoin d'elle. Quand c'est fini, elle est rentrée dans une maison silencieuse
avec un mari déjà plongé dans sa propre retraite de pêche et de journaux télévisés. Elle avait besoin de quelqu'un qui ait besoin d'elle. Joseline s'est portée volontaire sans le savoir. Chaque crise que Joseline fabriquait, le business qui a échoué, le copain qui est parti, l'appartement qu'elle ne pouvait pas se payer, redonnait à ma mère une salle de classe. Quelqu'un à organiser, quelqu'un à sauver, quelqu'un qui prouvait que Linda Hale était encore indispensable. Moi, j'étais le problème inverse. Je payais mon propre loyer à 22 ans. À 26, je gérais des plannings d'infrastructures à plusieurs millions de dollars. Je n'appelais pas la maison en pleurant. J'appelais pour partager de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles ne donnaient rien à réparer à ma mère. Alors elle a construit un système. Des règles tacites qui maintenaient la maison stable et son rôle assuré. Règle 1. Ne jamais remettre en question les choix de Joseline. Règle 2. Ne jamais parler d'argent. Règle 3. S'il y a des tensions, c'est Tiffany qui s'adapte, parce que Tiffany peut encaisser. Parce que Tiffany est forte. Je portais cette étiquette comme un insigne. Forte, fiable, celle qui ne craque pas. Je n'ai réalisé que bien plus tard que forte était simplement le mot que ma famille utilisait pour sacrifiable. Ma mère ne m'a pas mise à la porte ce jeudi-là parce qu'elle croyait que Joseline était malade. Elle m'a mise à la porte parce que j'étais la seule menace pour une architecture qu'elle bâtissait depuis 3 ans. Et la fête d'anniversaire qu'elle planifiait depuis 6 mois, celle qui nécessitait toute la famille souriante devant 60 invités, était dans 3 semaines. Mon père est un homme bien. Il faut que je dise ça d'abord, parce que la suite va faire croire le contraire. Gary Hales a passé 40 ans à réparer la plomberie des autres. Il pouvait diagnostiquer une valve qui fuyait dans le noir et la réparer avant le petit déjeuner. Il a vendu son entreprise de plomberie à 62 ans, remboursé la maison, et s'est installé dans une retraite de pêche au bar et de rediffusion de Weather Channel. Mais dans sa propre maison, il n'a jamais rien réparé qui comptait. Toute sa stratégie face aux conflits familiaux tenait en une phrase « Ne contrarie pas ta mère ». Il l'a dit l'année où j'ai déménagé à la cave. Il l'a dit l'année où ma remise de diplôme a été écourtée. Il l'a dit chaque fois que je venais lui parler de quelque chose qui me blessait, quelque chose d'injuste, quelque chose qui avait besoin de la voix d'un père. Ne contrarie pas ta mère. Comme si son confort était le mur porteur, et tout le reste, mes sentiments, ma dignité, ma place dans cette famille, des meubles qu'on pouvait déplacer. Je me souviens d'un soir quand j'avais 14 ans. Joseline m'avait accusé d'avoir cassé un saladier en céramique qu'elle avait elle-même fait tomber du plan de travail. Ma mère m'a puni pour une semaine. Ce soir-là, mon père est descendu à la cave. Il s'est arrêté devant ma porte. Je l'entendais respirer. Je voyais l'ombre de ses chaussures bouger sous la fente. Il a levé la main. J'ai entendu ses phalanges effleurer le bois. Puis, l'ombre a bougé et il est parti. Il m'aimait. Je le sais. Mais l'amour sans action, c'est juste un sentiment qu'on garde pour soi. Et mon père l'a gardé pour lui pendant 34 ans. Pourtant, quelque part au fond des fondations de cet homme silencieux, quelque chose était sur le point de bouger. Je ne le savais pas encore. Le sac pèse 5 kilos. Je le sais parce que la bandoulière s'enfonce dans mon épaule, de la même façon que le jour de mon emménagement à Virginia Tech, le seul trajet pour lequel mes parents sont arrivés à l'heure. Je pose la clé de la maison de mes parents sur le plan de travail, juste à côté du torchon plié. Je ne claque pas la porte. Je la ferme comme on ferme un chapitre qu'on a lu trop de fois. La voiture démarre du premier coup. Je sors de l'allée, je passe la boîte aux lettres que mon père repeignait chaque printemps. Je passe le chêne sur lequel Joseline et moi grimpions, avant que grimper ensemble cesse d'être quelque chose que nous faisions. 40 minutes sur la route 29. Pas de radio, pas de coup de fil, juste le bourdonnement des pneus et le son de ma propre respiration, qui est plus régulière que je ne l'aurais cru. Marcus est debout dans notre cuisine quand j'entre. Il voit le sac avant de voir mon visage. Il ne demande pas ce qui s'est passé. Il me lit comme il lit une déposition, cherchant ce qui manque, pas ce qui est là. « Je fais du café », dit-il.
Je m'assieds à notre table de cuisine. Mes mains se posent sur la surface et pendant 1 seconde, ma main droite glisse vers mon ventre. 10 semaines. Une vie dont je n'avais parlé à personne sauf à l'homme qui versait le décaféiné au comptoir. J'étais enceinte de 10 semaines. Et assise dans cette cuisine, fixant le sac par terre, j'ai pris une décision qui n'avait rien à voir avec mes parents ou ma sœur. Mon enfant ne grandirait jamais en se demandant s'il est suffisant. J'ai tendu la main et j'ai éteint mon téléphone. L'écran est devenu noir. Pendant 7 jours, j'ai disparu. Voilà ce que j'ignorais. La nuit où je suis partie, la fête était déjà en train de s'effondrer sans moi. 2 semaines avant l'explosion, Jocelyn s'était portée volontaire pour organiser le 40e anniversaire de mariage de nos parents. Elle l'avait annoncé au brunch du dimanche comme si elle recevait un prix. « Je veux faire ça pour vous. Laissez-moi tout gérer. » Ma mère rayonnait. Mon père acquiesçait. Personne n'a mentionné que chaque événement que Jocelyn avait organisé, un baby shower pour notre cousine, une fête de quartier, un barbecue du 4 juillet, s'était terminé avec quelqu'un d'autre qui finissait le travail. En général, moi. Mais cette fois, la liste d'invités comptait 63 personnes. Une salle privée louée chez Ballante, le restaurant italien sur Main Street, des invitations imprimées, un diaporama, un acompte pour le traiteur, de la vraie logistique. Jocelyn avait proposé cette fête juste après la faillite de sa boutique. Maintenant, je le vois. C'était un coup calculé. La preuve qu'elle pouvait encore livrer quelque chose. La preuve qu'elle était encore la fille qui se mobilise. 1 semaine avant la dispute pour la carte de crédit, ma tante Ruth m'a appelée de nulle part. Ruth est la sœur cadette de ma mère, infirmière communautaire, discrète, observatrice. On n'a jamais été proches, surtout parce que ma mère maintenait la distance entre nous. « Tiffany, a-t-elle dit, je veux que tu saches quelque chose. Ta mère te fait exactement ce que notre mère me faisait. » Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas encore. 3 jours plus tard, j'étais devant un évier et mon monde a basculé. Mais les mots de Ruth sont restés avec moi. Et Marcus a dit quelque chose cette même semaine qui me revient sans cesse. Tu gardes une chronologie dans ta tête depuis toujours. Peut-être qu'il est temps de l'écrire. Je ne le savais pas alors, mais cette chronologie allait devenir le projet le plus important que j'ai jamais géré. Si vous vous êtes déjà assis à un dîner de famille avec l'impression de jouer un rôle que personne n'a écrit pour vous, je vous vois, j'y suis passée. Laissez un commentaire et dites-moi. Avez-vous déjà été la personne invisible de votre famille? Je lis chaque commentaire. Et si cette histoire vous touche, appuyez sur le bouton d'abonnement, parce que ce qui s'est passé dans les 7 jours suivants a tout changé pour moi. Jour 1. Je me réveille à 6 heures, comme toujours. Douche, café, route jusqu'au bureau, réunion de 90 minutes avec les parties prenantes sur un passage supérieur dans le comté de Henrico. Personne au travail ne sait que ma mère m'a mise à la porte 12 heures plus tôt. Personne ne remarque quoi que ce soit de différent. C'est ça, être formé à absorber. On devient très doué pour avoir l'air normal pendant que quelque chose se réorganise à l'intérieur. Jour 2. Pas d'appel, pas de message. Je vérifie mon téléphone une fois le matin, une fois à midi, une fois avant de dormir. Rien. Le silence ne me surprend pas. Je sais ce qu'ils attendent. Ils attendent que le schéma se complète. Le moment où j'appelle en premier, je m'excuse d'avoir aggravé les choses et je propose d'arranger tout pour que tout le monde puisse faire comme si rien ne s'était passé. Je n'appelle pas. Jour 3. Toujours rien. Marcus m'observe de l'autre côté de la table. Ce n'est pas un homme envahissant. 16 ans de contentieux lui ont appris quand parler et quand laisser le dossier se développer. « Tu veux que je les appelle ?» demande-t-il. « Non. Je veux voir combien de temps ça prend. » Ce soir-là, après que Marcus se couche, je m'assieds à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ouvre un tableur vierge, le même modèle que j'utilise pour les analyses de risque projet. Colonne, date, événement, qui a dit quoi, résultat. Je commence à taper.
Pas pour monter un dossier, pas pour préparer un affrontement. J'ai juste besoin de le voir étalé, propre, linéaire, comme je vois tout le reste dans ma vie professionnelle. 3 jours, pas un seul appel, même pas de mon père. Ce silence m'en a dit plus que 34 ans de conversation. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils attendaient que je revienne jouer mon rôle. Jour 4. Mon téléphone vibre à 11h47. Papa. Pendant un instant, je manque de laisser sonner. Mais quelque chose en moi, cette gamine de 12 ans qui regardait l'ombre des chaussures de son père bouger sous la porte, répond encore quand il appelle. Salut, Tiff. Sa voix est prudente. Le ton qu'il prend quand il mesure 2 fois avant de couper. Salut, papa. Pause. J'entends la télé en fond. Un jeu télévisé, le lave-vaisselle qui tourne. Des sons normaux d'une maison qui m'a expulsée 4 jours plus tôt. Alors, ta mère est contrariée. L'anniversaire est dans 3 semaines et il faut qu'on s'occupe du plan de table. Je laisse passer 10 secondes. Je les compte. C'est pour ça que tu appelles, papa? Il se racle la gorge. J'appelle parce qu'il faut qu'on en parle. Tu as eu l'occasion d'en parler. Tu as regardé maman me dire de faire mes valises et tu n'as rien dit. C'est pas juste, Tiff. Exactement. Je raccroche. Marcus est dans l'embrasure de mon bureau. Il a tout entendu. Il ne demande pas ce qui s'est passé. Il s'appuie contre le chambranle et attend. Il a appelé pour le plan de table. Je dis. Marcus expire par le nez. Pas un rire. Quelque chose qui ressemble plutôt à une confirmation. Ma mère m'a jeté dehors parce que ma sœur a dit que mon visage la rend malade. Et mon père a appelé 4 jours plus tard pour parler de qui s'assied où au dîner. Je ferme le portable, pose les 2 mains à plat sur le bureau. Le tableur est encore ouvert derrière l'écran éteint. 6 entrées jusqu'ici. Date, nom, conséquences. Je ne reviens pas pour rendre leur anniversaire confortable. J'ai fini d'être le rembourrage entre les meubles de cette famille. Marcus hoche la tête. Une fois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Jour 6. 2 appels manqués de maman. Un message vocal. Je ne l'écoute pas tout de suite. Je le laisse dans mon téléphone comme une facture non ouverte. On sait qu'elle est là. On sait ce qu'elle dit probablement. Et on sait qu'elle ne dira pas ce qu'on a vraiment besoin d'entendre. C'est Marcus qui le lance par accident. Il prend mon téléphone en pensant que c'est le sien. Même coque, même sonnerie. Le message se met en route avant qu'il puisse l'arrêter. Il me le tend, sourcils levés. J'appuie sur lecture. Tiffany, ça a assez duré. La voix de ma mère est sèche, efficace. Voix de maîtresse d'école. Ton père et moi, on te veut à l'anniversaire. Joseline est prête à tourner la page. On doit tous avancer en tant que famille. C'est tout. 43 secondes. Je l'écoute 2 fois. Pas parce que j'ai raté quelque chose, mais parce que je veux être sûre d'entendre ce que je crois entendre. Note la formulation, je dis à Marcus. Je suis en mode projet maintenant. La même partie de mon cerveau qui repère la dérive de périmètre dans les mails des sous-traitants dissèque chaque mot. Jocelyne est prête. Pas. On est désolé. Pas. On avait tort. Jocelyne est prête à me pardonner pour quelque chose que je n'ai pas fait. Marcus penche la tête. Ce ne sont pas des excuses. C'est une offre d'emploi. Pointe-toi, joue le jeu, tais-toi. Et la date limite, c'est l'anniversaire. Je sauvegarde le message, pas comme preuve, comme rappel. La prochaine fois que je commencerai à douter de moi, la prochaine fois que cette vieille habitude d'absorber se réactivera, je veux me souvenir exactement du ton de ma mère quand elle a choisi la chorégraphie plutôt que l'honnêteté. Elle n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles, elle a appelé pour me gérer. Et pour la première fois de ma vie, j'entendais la différence. Jour 7. Le message arrive à 21h14. Je suis sur le canapé avec une tasse de camomille, pied sous une couverture, en train de lire un brief de projet sur ma tablette. Marcus est dans le bureau à réviser des dépositions. L'écran de mon téléphone s'allume. Joseline. Long. 4 paragraphes. Je le lis une fois, puis je le relis avec la partie de mon cerveau qui analyse les communications des parties prenantes à la recherche d'agendas cachés.
Tiff, je sais que tu souffres. Moi aussi je souffre. Toute cette histoire a été tellement dure pour nous tous. Maman et papa sont dévastés. Je déteste que notre famille traverse ça en ce moment, surtout avec la fête qui approche. Est-ce qu'on peut simplement redevenir des sœurs? Tu me manques. Vraiment. La fête ne sera pas pareille sans toi. Maman y a mis tellement de travail, et ça compterait tellement pour elle. On peut juste passer à autre chose. Pour eux, 4 paragraphes, 3 mentions de la fête, 0 mention de ce qu'elle a réellement dit sur moi. 0 reconnaissance que ces paroles ont provoqué mon expulsion de la maison de nos parents. Elle ne s'excuse pas parce que, dans sa version des faits, ce n'est pas elle qui a fait quelque chose de mal. Elle recadre tout le conflit comme quelque chose qui nous est arrivé, à toutes les deux, également. Toute cette histoire a été tellement dure pour nous tous. Comme si ce n'était pas elle qui avait craqué l'allumette. Je fais une capture d'écran du message, l'ajoute au tableur. Ligne 14. Jocelyne ne cherchait pas à réparer une relation. Elle distribuait un rôle. Elle avait besoin de moi de retour à ma place pour que l'anniversaire se déroule comme prévu. Le portrait de famille au complet. Tout le monde souriant. Pas de chaise vide à expliquer. Je ne réponds pas. Mais ce soir-là, après que Marcus s'endort, je prends mon téléphone et j'appelle quelqu'un que j'aurais dû appeler il y a des années. Tante Ruth. Ruth décroche à la 2e sonnerie. Sa voix est calme, comme si elle était assise près du téléphone en attendant exactement cet appel. « Je me demandais quand tu allais te manifester, » dit-elle. Ruth a 58 ans, infirmière communautaire à Charlottesville. Le genre de femme qui vous prend l'attention en vous racontant une histoire sur son jardin. Main sûre, ton chaleureux. Rien de gaspillé. Ruth, j'ai besoin de te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que maman me fait ce que votre mère te faisait? Elle n'hésite pas. Votre grand-mère avait 2 filles, Linda et moi. Linda était celle qui avait les chaussures neuves, le premier choix de chambre, les compliments à table. Moi, j'étais la discrète, la responsable, celle à qui on disait de maintenir la paix. Je ferme les yeux. Je connais ce script. Je l'ai vécu. Ta mère n'a pas inventé ça, Tiffany. Elle en a hérité. Elle était la favorite. Et elle a appris que les familles fonctionnent en choisissant un enfant à protéger et un à sacrifier. Quand elle a eu ses propres filles, elle a fait ce qu'elle connaissait. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? J'ai essayé. Il y a 15 ans. Ta mère m'a coupée pendant 5 ans. Elle m'a traitée de jalouse. Elle a dit à ton père que j'essayais de créer des problèmes. On s'est réconciliés uniquement parce que j'ai arrêté d'insister. La voix de Ruth baisse. La différence entre toi et moi, c'est que j'ai attendu trop longtemps. J'ai laissé 30 ans passer avant de me mettre devant un miroir et de dire « Ce n'était pas ma faute. » Ne fais pas cette erreur, Tiffany. Je reste silencieuse longtemps. Puis elle dit une dernière chose. Si tu vas à cette fête, n'y va pas seule. Et n'y va pas les mains vides. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas encore. L'invitation arrive par courrier. Carton couleur crème, lettrage doré, le genre de papeterie qui coûte plus cher à la feuille que ce que certains dépensent pour un repas. Vous êtes chaleureusement invités à célébrer 40 ans d'amour. Gary et Linda Hale. Mon nom et celui de Marcus sont écrits sur l'enveloppe intérieure de la main de Jocelyne. Je reconnais le J bouclé qu'elle utilise toujours pour les majuscules. La façon dont elle met des petits ronds au lieu de points sur ses I. Dedans, un mot de ma mère écrit sur son papier à lettres personnelles. Le 7 lavande qu'elle utilise depuis que j'étais au lycée. On veut toute la famille. C'est plus grand que n'importe quelle dispute. Avec amour, maman. Je le lis debout au comptoir de la cuisine. Marcus le lit par-dessus mon épaule. « Ils ne t'ont pas réinvité dans la famille, » dit-il. « Ils t'ont invité sur la photo. » Il a raison. 63 invités, amis de la paroisse, voisins du cul-de-sac, famille élargie des 2 côtés. Si je n'y suis pas, les gens poseront des questions. Et les questions sont la seule chose que ma mère ne sait pas contrôler. Je retourne l'invitation. Au verso, en petits caractères. Coordinatrice de l'événement, Jocelyne Hale.
Marcus le voit aussi. Elle coordonne une fête pour 60 personnes. Elle n'est pas capable de coordonner une liste de courses. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Chaque projet de groupe, chaque réunion familiale, chaque responsabilité partagée, Jocelyn s'engage en grand et livre en petit. L'exécution a toujours reposé sur quelqu'un d'autre. J'accroche l'invitation au frigo avec un aimant. Pas parce que j'ai décidé d'y aller, parce que je veux la regarder chaque matin et me poser la même question. Dans quoi est-ce que je m'engage et pourquoi? 2 semaines avant la fête. Le compte à rebours tourne pour tout le monde, surtout pour Jocelyn. Ruth me tient au courant. Pas par commérage. Elle aussi est invitée à la fête. Et elle observe comme une infirmière observe un patient dont les constantes sont en train de changer. Jocelyn est dépassée, me dit Ruth, lors d'un appel du mardi soir. Elle a réservé un traiteur, puis a découvert qu'elle avait dépassé le budget de 1500 $. Ta mère a validé le dépassement sans broncher. Ton père a demandé d'où venait l'argent. Première vraie dispute qu'ils ont eue depuis des mois. Je me l'imagine. Papa debout dans la cuisine, les lunettes de lecture remontées sur le front, tenant une facture de traiteur comme un devis de plomberie qui a dérapé. Elle a aussi appelé votre cousine Megan pour aider avec les décorations, continue Ruth. Megan a refusé. Apparemment, Jocelyn avait promis d'aider pour le baby shower de Megan au printemps dernier et s'est désistée la veille. Et le diaporama? Elle a demandé à ta mère de choisir les photos. Linda a passé 2 jours à fouiller dans les albums. Je ne dis rien pendant un long moment. Ruth comble le silence. Elle coule, Tiff. Elle a nagé dans le petit bain toute sa vie. Et maintenant, elle est dans le grand bain et l'eau lui arrive au menton. Je pense à cette image, le petit bain. Chaque fois que Jocelyn avait un peu de mal, quelqu'un la sortait avant qu'elle puisse apprendre à flotter. Et maintenant, l'eau est au menton et elle cherche la prochaine main à attraper. Pour la première fois de ma vie, je ne ressens pas l'envie d'être cette main. « Comment tu vas, ma chérie ?» demande Ruth, avec sa voix d'infirmière qui prend les constantes. « Ça va, je réfléchis. »« Bien, c'est bien. » Pour la première fois, les projecteurs que Jocelyn avait toujours convoités la brûlaient, et personne ne s'avançait pour les ajuster. Les appels commencent un mercredi, pas de mes parents, du cercle extérieur. Tante Hélène, la sœur aînée de ma mère, appelle en premier. Hélène vit à Roanoke et rend visite 2 fois par an, à Noël et pendant la crise de quelqu'un. « Tiffany, ma chérie, ta mère a le cœur brisé. Tu ne peux pas simplement venir à la fête et prendre sur toi ?» J'ai entendu cette expression toute ma vie. « Prends sur toi ». C'est le code familial pour « absorbe les dégâts pour que le reste d'entre nous n'ait pas à les regarder ». Tante Hélène, maman t'a dit ce qu'elle m'a dit? Pause. Elle a dit que vous aviez eu un désaccord. Elle m'a dit de faire mes valises et de quitter sa maison parce que Jocelyn a dit que me regarder lui donne la nausée. Pause plus longue. Eh bien, je suis sûre qu'il y a plus dans cette histoire. Demande à maman ce qui s'est passé ce soir-là. Et rappelle-moi. Hélène ne rappelle pas. 2 jours plus tard, mon cousin Derek m'écrit. Derek est le neveu de mon père, 2 ans de plus que moi, comptable à Richmond. On n'est pas proches, mais on s'envoie des cartes à Noël. La famille, c'est la famille, Tiff. Ne laisse pas la fierté tout gâcher. Je tape 3 réponses différentes, les efface toutes. Finalement, je n'en vois rien. Derek ne connaît pas l'histoire. Il connaît la version de Linda. La version qui fait passer une fille absente pour un choix plutôt qu'une conséquence. Le vendredi, 2 autres membres de la famille se sont manifestés. Même script. Personne ne demande ce qui s'est passé. Personne ne demande si je vais bien. Tous posent la même question. Tu peux venir à la fête pour que tout ait l'air normal? Personne n'a rappelé parce que personne ne voulait savoir. Ils voulaient juste que le spectacle reprenne. La production confortable et familière où chacun joue son rôle et personne n'examine le script. Samedi matin. Marcus emporte son café dans le bureau. J'emporte le mien à la table de la cuisine et j'ouvre le tableur.
37 lignes maintenant. 12 ans de données. Date, événement. Qui a dit quoi? Ce qui s'est passé ensuite. Je ne construis pas un dossier juridique. Je n'en ai pas besoin. Je fais quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Regarder ma famille comme je regarde un projet qui a dérapé. En gestion de projet, quand un livrable n'arrête pas d'échouer, on ne répare pas juste le dernier échec. On trace le schéma. On trouve la variable récurrente. On cartographie la chaîne de dépendance jusqu'à voir où le système se casse. Chaque fois, le système se casse au même endroit. Jocelyne échoue. Jocelyne pleure. Maman redirige la faute sur moi. J'absorbe. Jocelyne est protégée. Le cycle se réinitialise. Ça se répète environ 2 fois par an depuis plus de 10 ans. Les données ne mentent pas. Les données ne mentent jamais. Je fais défiler la conversation de groupe familial. Toujours dans mon téléphone, rien d'effacé. Les messages sont banals en surface. Vœux d'anniversaire. Logistique de Thanksgiving. Mais tous les quelques mois, il y a un cluster. Le nom de Jocelyne en mode crise. Le nom de maman en mode défense. Mon nom, silence. Marcus entre, se resserre, regarde par-dessus mon épaule. Il lit pendant une longue minute. Ce n'est pas une famille, dit-il. C'est un projet avec un périmètre cassé. Je ferme le portable. Pas parce que j'ai fini, mais parce que j'en sais assez. J'ai la chronologie, j'ai le schéma, mais je n'ai toujours pas de plan. Je ne sais pas ce que je vais faire de cette clarté, ni si ça compte, ni si parler changera quoi que ce soit. Puis Ruth rappelle et tout bascule. Je veux faire une pause ici. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire résonne. Et j'en suis reconnaissante. En ce moment, je fixe un tableur qui cartographie 12 ans d'un schéma que je ne pouvais pas voir tant que je vivais dedans. Si vous avez déjà eu ce moment où vous avez enfin pris du recul et vu l'image complète pour la première fois, racontez-le moi dans les commentaires. Et appuyez sur le bouton like si vous voulez voir ce qui se passe à cette fête d'anniversaire. Ruth ne perd pas de temps en bavardage. Elle ouvre avec « Je vais à la fête et je pense que tu devrais y aller aussi ». Je pose mon stylo. Pourquoi? Parce que ta mère raconte aux gens que tu as des problèmes dans ton couple. C'est pour ça qu'on ne te voit plus. La cuisine devient silencieuse. Même le ronronnement du réfrigérateur semble reculer. Elle a dit que j'ai des problèmes conjugaux? Elle l'a dit à Hélène. Hélène l'a dit à la cousine Patty. Patty me l'a dit. Ta mère préfère que 60 personnes croient que ton mariage s'écroule plutôt que de savoir qu'elle a dit à sa propre fille de partir. J'agrippe le bord du plan de travail. Pas parce que je vais pleurer, parce que quelque chose dans ma poitrine est passé de l'épuisement à la chaleur. Une chaleur propre et concentrée, comme un arc de soudage. J'ai été mise dehors. J'ai été ignorée pendant 7 jours. J'ai été recrutée comme figurante pour un portrait de famille. Et maintenant, pendant que je ne suis pas là pour me défendre, ma mère réécrit l'histoire, transformant mon absence en mon échec plutôt qu'en le sien. Elle pouvait me mettre dehors, je dis, et ma voix est stable. Elle pouvait m'ignorer. Mais je ne la laisserai pas réécrire mon histoire. Ruth se tait un instant, puis... C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. On parle encore 20 minutes. Ruth me dit qu'elle a déjà parlé à 2 cousins. Pas pour recruter des alliés, pas pour créer du drame. Elle a posé une simple question. Est-ce que Linda t'a jamais dit ce qui s'est vraiment passé entre elle et Tiffany? Personne ne savait. Chaque personne à qui Ruth avait posé la question n'avait entendu que la version de ma mère. La version où j'étais la difficile, celle qui a mauvais caractère, celle qui ne lâche pas prise. Ils méritent la vérité, Tiff. Tous. Ce soir-là, je m'assieds en face de Marcus à la table de la cuisine. Le tableur est fermé, mon téléphone est face cachée. L'invitation est toujours sur le frigo, maintenue par un aimant en forme de l'État de Virginie. J'y vais, je dis. Marcus pose sa fourchette. Il n'a pas l'air surpris. Il a l'air d'un homme qui attendait un verdict qu'il connaissait déjà. Tu y vas pour eux ou pour toi? Pour moi. Je pose la main sur mon ventre, encore plat, encore invisible, comme tout le reste de moi dans cette famille. Et pour la personne que je porte.
Je refuse de transmettre ce schéma à une autre génération. Marcus hoche la tête. Il n'essaie pas de m'en dissuader. Il n'essaie pas de planifier à ma place. Il dit juste « De quoi tu as besoin ?» J'ai besoin que tu sois là, et que Ruth soit là, et d'entrer en sachant exactement ce que je dirai si le moment vient. Si le moment vient, ou quand? J'y réfléchis. Je ne forcerai rien. Mais si Jocelyn joue la comédie, si elle se lève devant 60 personnes et réécrit l'histoire une fois de plus, je ne resterai pas assise à sourire. Ce soir-là, j'appelle Ruth. Elle décroche avant la deuxième sonnerie. J'y vais. Bien. Je serai à la table près de la porte. Tu me verras. Je n'écris pas de discours. Je ne répète pas devant un miroir. Toute ma carrière, je suis entrée dans des salles pleines d'entrepreneurs, d'ingénieurs et de fonctionnaires municipaux pour exposer les faits sous pression. Je sais comment parler clairement quand la salle ne veut pas entendre. J'ai juste besoin des faits. Et ceux-là, je les connais par cœur depuis mes 12 ans. 5 jours avant la fête, Jocelyn appelle. Pas un message cette fois. Un appel. Sa voix est différente. La douceur a disparu. Elle parle comme quelqu'un qui lit une checklist. Sèche, impatiente, en mode gestion. Maman a besoin de toi là-bas, Tiffany. Tu lui dois ça. Oh. Ce mot atterrit plus lourd qu'elle ne le voulait. Devoir. Je serai là, je dis. Rien d'autre. Silence sur la ligne, puis... Attends, tu vas venir? J'ai dit que je serais là. Oh. Un temps. D'accord, bien, c'est bien. Elle ne s'y attendait pas. Chaque scénario qu'elle a jamais joué se termine avec moi qui résiste, elle qui escalade, et maman qui intervient pour finir le travail. Je viens de sauter 3 actes, et elle ne sait pas quoi faire de l'espace vide. À quelle heure on devrait? Je gère mon arrivée moi-même, Jocelyn. Elle raccroche. Je sens sa confusion à travers la ligne morte. Pendant ce temps, Ruth faisait son travail discret. Pas de campagne, pas de ragot, juste une seule question posée à une poignée de membres de la famille. Est-ce que Linda t'a jamais dit ce qui s'est vraiment passé? Personne ne connaissait l'histoire complète. Oncle Ray, le frère aîné de mon père, un directeur de bureau de poste à la retraite, sans tolérance pour les bêtises, a dit à Ruth sans détour. Linda a dit que Tiffany traversait une mauvaise passe. C'est tout ce qu'on n'a jamais su. Une mauvaise passe. C'est comme ça que ma mère a qualifié le fait d'être mise à la porte à 10 heures du soir un jeudi. Ruth n'a corrigé personne. Elle n'a pas donné sa version. Elle a juste planté la question et l'a laissée là, comme une graine dans une fissure de trottoir. Assez petite pour être ignorée, assez forte pour pousser. Jocelyn me voulait à cette fête. Elle ne me voulait juste pas là avec ma voix. Samedi, le matin de la fête. Je me tiens devant le miroir de la salle de bain à 7 heures. Mon reflet est le même que tous les autres matins de ce mois. Même mâchoire, mêmes yeux fatigués, même légère ride entre les sourcils qui se creusent quand je travaille sur un problème. Mais quelque chose derrière le visage est différent. Posé, comme un bâtiment après qu'on a retiré les échafaudages. Je choisis un blazer anthracite sur un chemisier camel. Simple, net, le genre de tenue que je porterais pour une présentation au conseil d'administration. Assez professionnel pour capter l'attention, assez sobre pour laisser les mots faire le travail. Marcus est déjà habillé, costume bleu marine, sans cravate. Il me tend un verre d'eau et étudie mon visage. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Je suis sûre depuis 7 jours. J'avais juste besoin de 7 jours pour comprendre pourquoi je suis sûre. On roule 35 minutes jusqu'à Ballante, dans un silence presque total. Pas un silence tendu. Le genre de calme qui arrive quand 2 personnes ont déjà dit tout ce qu'il y avait à dire et regardent maintenant la route se dérouler. Le parking est déjà à moitié plein quand on arrive. Je reconnais les voitures. Le pick-up vert d'oncle Ray, la berline grise de tante Helen, le monospace de la cousine Megan. 63 personnes qui viennent célébrer 40 ans de mariage, tenues par la routine et l'évitement. Ruth est déjà à l'intérieur. Je l'aperçois par la fenêtre, assise près de la porte, un verre d'eau devant elle, observant la salle comme une infirmière observe une salle d'attente. Elle capte mon regard à travers la vitre.
Un signe de tête. Je prends une inspiration. Marcus ouvre la porte du restaurant. Ma mère me voit en premier. Son visage vacille. Soulagement, puis quelque chose de plus aiguisé, comme une prise de conscience. Le sourire arrive vite, mais ses yeux vont droit à ma posture, au blazer. À la façon dont j'entre, elle sait que quelque chose est différent. Elle n'arrive juste pas à identifier quoi. La salle privée de Balantès est drapée d'ivoire et d'or. Table ronde de 8. Une table d'honneur devant avec une banderole, 40 ans, et un gâteau à 2 étages que Jocelyn n'a presque certainement pas fait. La pièce sans l'ail, le pain chaud et les bougies parfumées. Jocelyn travaille la salle comme une directrice de campagne, embrasse les tantes, remplit les verres d'eau, dirige le traiteur vers la table des amuse-bouches avec une autorité qu'elle n'a pas gagnée. Elle porte une robe corail et des talons qui claquent sur le parquet chaque fois qu'elle traverse la salle. Elle a l'air impeccable. Elle a l'air aux commandes. Puis, le diaporama démarre. Un portable connecté à un projecteur jette des photos sur le mur du fond. Le mariage de mes parents, leur premier appartement. Jocelyn bébé. Jocelyn le jour de la rentrée. Jocelyn à la remise des diplômes du lycée. Jocelyn à la plage avec maman et papa. Joseline soufflant ses bougies d'anniversaire tandis que nos parents rayonnent. Je compte les photos. 46 au total. J'apparais dans 3. L'une est un plan large familial où je suis au bord. L'autre, j'ai 6 ans, à moitié cachée derrière la jambe de mon père. La troisième est coupée à mon épaule. 46 photos. 3 avec moi dans le cadre. Aucune où je suis le sujet. Certains des parents plus âgés remarquent. Oncle Ray me lance un regard depuis l'autre bout de la salle. Ses sourcils se froncent. La cousine Meghan incline la tête vers l'écran, puis me regarde, puis regarde l'écran. Je sirote mon eau. Je souris à quiconque croise mon regard. Je suis calme, je suis présente, et j'observe tout. Ma mère s'avance à l'avant de la salle. Elle remercie Jocelyn d'avoir mis sur pied cette magnifique soirée. Elle ne mentionne pas mon nom. Je n'attendais pas le bon moment. Je laissais le moment se construire tout seul. Les assiettes à dessert sont débarrassées. Jocelyn se lève. Quelqu'un lui tend le micro. Un sans-fil portatif, du genre utilisé pour les soirées karaoké chez Balante. Elle lisse sa robe, remet une mèche derrière son oreille, sourit. J'aimerais dire quelques mots sur les 2 personnes les plus incroyables que je connaisse. La salle se pose. Les téléphones se retournent. 63 personnes donnent à Joséline exactement ce qu'elle a toujours voulu. L'attention indivisée. Maman et papa, 40 ans. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est toute une vie à se choisir chaque jour. Et je veux vous remercier d'avoir toujours cru en moi. Même quand les choses étaient difficiles. Sa voix se brise. Perfection travaillée. Même quand tout le monde dans cette famille ne l'a pas rendu facile. Ses yeux glissent vers moi. Juste une seconde, mais assez pour que ceux qui regardent, et ils sont plusieurs, suivent le regard. Oncle Ray bouge sur sa chaise. Tante Hélène fixe sa serviette. Mais la famille, c'est le pardon, continue Jocelyn. Et je suis tellement heureuse que ma sœur soit là ce soir, parce que ça prouve qu'on peut surmonter n'importe quoi. Elle lève son verre. La salle suit. Ma mère tamponne ses yeux avec une serviette en tissu. Mon père lève son verre sans me regarder. À maman et papa, à 40 ans de plus. Et à la famille. Chaotique, imparfaite, belle famille. La salle trinque. Applaudissements. Jocelyn se rassied sous les étreintes et les tape sur l'épaule, et ma mère lui chuchote quelque chose à l'oreille. Je repose mon verre intact. Elle vient de réécrire toute la narration devant 63 témoins. Elle s'est attribué le rôle de celle qui pardonne avec grâce. Elle a fait de moi celle qui avait besoin d'être pardonnée. Et chaque personne dans cette salle porte désormais sa version des faits. Elle s'est assise. Tout le monde a souri. Et je me suis levée. Je ne tends pas la main vers le micro. Je n'en ai pas besoin. La salle est assez petite et ma voix a toujours porté quand il le fallait. J'aimerais ajouter quelque chose à ce toast,
si vous le permettez. 63 visages se tournent. La main de ma mère se fige sur l'épaule de Jocelyn. Le verre de mon père s'arrête à mi-chemin de ses lèvres. Jocelyn a dit que la famille, c'est le pardon. Je suis d'accord. Je garde ma voix posée. Calme de salle de réunion. Le même ton que j'utilise quand un sous-traitant a raté une échéance et que la pièce est pleine de gens qui ne veulent pas l'entendre. Mais le pardon exige l'honnêteté. Et il y a eu très peu d'honnêteté dans cette famille depuis très longtemps. Le tintement des verres s'arrête. Le dernier murmure meurt. Il y a 3 semaines, ma mère m'a dit de faire mes valises et de quitter sa maison. Ce soir-là. Pas de discussion, pas de questions. Parce que Jocelyn lui a dit que me voir lui donne la nausée. Une onde traverse la salle. Pas un son, un mouvement. Un cousin qui se penche en avant. Un oncle qui pose sa fourchette. La main de tante Hélène qui monte à sa bouche. Personne dans cette salle n'a été informé de cela. On a dit à certains d'entre vous que j'avais des problèmes conjugaux. C'est faux. Mon mariage va très bien. J'ai été mise à la porte de chez mes parents parce que c'était plus facile de me retirer que de demander des comptes à ma sœur pour 4 200 $ facturés sur la carte de crédit de nos parents. Des dépenses personnelles qu'elle a fait passer pour des frais professionnels. Le visage de Jocelyn blêmit. Ma mère commence à se lever. Tiffany, ce n'est pas le lieu. C'est toi qui as choisi le lieu, maman. Ma voix ne monte pas. Elle n'a pas besoin de monter. Tu as choisi une fête avec 60 personnes plutôt qu'une seule conversation honnête avec ta fille. La salle est silencieuse. Pas un silence gêné. Un silence qui écoute. Je ne suis pas venue gâcher leur anniversaire. Je suis venue dire la vérité dans une pièce qui n'a entendu qu'une seule version. Je n'élève pas la voix. Je ne pointe personne du doigt. Je garde les 2 mains le long du corps et je parle comme je parle lors d'une revue de projet. Calmement, précisément, avec des dates. Quand j'avais 12 ans, j'ai été déplacée à la cave pour que Jocelyn ait sa propre chambre. Quand j'en avais 22, mes parents sont partis de ma remise de diplôme avant la fin parce que Jocelyn avait mal à la tête. Quand j'en avais 28, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer une promotion pour laquelle j'avais travaillé 6 ans. Elle m'a dit que le patron de Jocelyn l'avait engueulée et m'a demandé si elle pouvait me rappeler. Elle n'a jamais rappelé. Je fais une pause, laisse la salle absorber. Chaque fois que Jocelyn a eu des difficultés, c'était ma faute. Chaque fois que j'ai réussi, c'était minimisé. Et chaque fois que j'ai essayé d'en parler, on m'a dit que j'étais trop sensible. Puis Ruth se lève. Elle ne se presse pas. Elle se lève comme elle fait tout, avec mesure, avec intention. Son calme d'infirmière emplit l'espace. Elle dit la vérité. La voix de Ruth est ferme. J'ai vu la même chose m'arriver dans cette famille il y a 30 ans. Notre mère le faisait à Linda et à moi. Et maintenant Linda l'a fait à Tiffany et Jocelyn. La salle se tourne vers ma mère. Le visage de Linda est blanc. Sa bouche s'ouvre puis se ferme. Sa main agrippe le bord de la table. Mon père fixe son assiette, la mâchoire serrée. Oncle Ray prend la parole depuis le 2e table. Voix basse, directe. Un directeur de bureau de poste à la retraite qui a passé 40 ans à traiter des faits et des codes postaux. C'est vrai, Linda? Tu l'as mise dehors? Ma mère ne répond pas. Elle regarde Jocelyn. Jocelyn regarde le sol. 63 personnes, une question, aucune réponse. Je ne suis pas venue pour la vengeance. Je suis venue parce que 60 personnes dans cette salle méritèrent de savoir à qui elle trinquait. Jocelyn se lève. Sa chaise racle le sol. Le même bruit que 3 semaines plus tôt à cette table, quand elle s'est repoussée et a couru dans la chambre de maman. Mais cette fois, il n'y a nulle part où courir. La salle est pleine. La porte est à 10 mètres. Et chaque visage vers lequel elle se tourne attend, ne sauve pas. Tu mens. Sa voix tremble. Pas le tremblement travaillé. Le vrai. Celui qui vient quand le sol sur lequel on se tenait s'avère être le plancher de quelqu'un d'autre. Tu mens toujours sur moi. Personne n'acquiesce. Personne n'accourt. Personne ne dit « calmez-vous tous ».
La salle reste immobile. Ma mère essaie. C'est une affaire de famille. On n'a pas besoin de... Oncle Ray l'interrompt. Sa voix porte le poids que seul un homme qui a passé des décennies derrière un comptoir de service peut avoir. Alors pourquoi il y a 60 personnes ici, Linda? Les yeux de Jocelyn balèquent la salle une dernière fois. Elle cherche la bouée de sauvetage, le visage compatissant, la main tendue, la personne qui dira « ça va aller, ma chérie » et l'enveloppera de nouveau dans la sécurité. Elle ne la trouve pas. Elle prend sa pochette sur la table, marche vers la porte. Ses talons claquent sur le parquet. Plus lentement maintenant, mal assurée. Elle ne se retourne pas. Ma mère la suit. La porte battante se referme derrière elle. Je reste debout encore 3 secondes. Puis, je m'assieds. Marcus pose sa main sur mon genou sous la table. Pas une pression, juste une présence. Mon père est toujours sur sa chaise. Il n'a pas bougé. Il n'a pas suivi ma mère dehors. Pendant 34 ans, l'instinct de Gary Hale dans chaque crise familiale a été de suivre Linda, fermer la porte et attendre que le bruit cesse. Il est resté. Et pour la première fois en 34 ans, ça voulait dire quelque chose. Ruth les trouve sur le parking. Je le sais parce qu'elle me le raconte plus tard ce soir-là au téléphone, après que Marcus et moi sommes rentrés dans ce genre de silence qui ressemble à une décompression après une plongée profonde. Linda était debout à côté de la camionnette du traiteur, tenant Jocelyn par le bras. Pas doucement, comme on agrippe quelqu'un qu'on a peur de ne plus contrôler. « Regarde ce que tu as fait », disait ma mère. « Regarde ce que tes drames ont causé. Je t'avais dit de l'inviter et de faire simple. Je t'avais dit de gérer ça. » Jocelyn a dégagé son bras. « Moi ?» C'est elle qui s'est levée et... C'est toi qui lui as dit que je suis malade. Tu lui as donné les munitions. Ruth a dit qu'elle a observé pendant 10 secondes avant de s'avancer. Elle avait passé 30 ans à éviter cette conversation. Ce soir, elle ne partirait pas sans l'avoir eue. Linda. La voix de Ruth a tranché à travers les deux leurs. Ma mère s'est retournée. Mêle-toi pas de ça, Ruth. Je ne m'en suis pas mêlée pendant 30 ans. C'était mon erreur. Ruth a regardé Jocelyn, lui a parlé directement, pas à travers elle. Ta mère était l'enfant doré dans notre famille. Moi, j'étais l'invisible. Notre mère choisissait Linda à chaque fois. Et maintenant, Linda a fait à Tiffany exactement ce qu'on m'a fait. Jocelyn est restée immobile. Elle ne te protège pas parce qu'elle t'aime plus, a dit Ruth. Elle te protège parce qu'elle a besoin que tu aies besoin d'elle. Le jour où tu cesseras d'avoir besoin d'elle, elle n'aura plus rien. Ma mère n'a pas parlé. Ruth m'a dit que ses mains tremblaient. Pas de colère, de reconnaissance. Le genre qui frappe quand quelqu'un vous met un miroir en face que vous avez passé une vie à éviter. Jocelyn a regardé sa mère, puis elle est allée à sa voiture, seule. À l'intérieur, la salle s'était clairsemée. Certains invités étaient partis discrètement pendant l'agitation. D'autres traînaient, incertains de rester ou de partir. Le gâteau n'avait pas été touché. Le diaporama avait été éteint. Quelqu'un avait débranché. Peut-être par pitié. Je suis à une table près de la fenêtre, finissant un verre d'eau, quand mon père s'assied en face de moi. Sans préambule, sans échauffement sur la météo. Il tire simplement la chaise et s'y laisse tomber comme un homme qui est resté debout trop longtemps. On reste en silence pendant 1 minute entière. Je lui laisse ce temps. Il a besoin de la piste d'élan. « Je savais », dit-il. Sa voix est basse. Pas un murmure, juste le volume d'un homme qui n'a pas l'habitude de dire des choses qui comptent. J'ai toujours su que ce n'était pas juste. « Alors pourquoi, papa ?» Il se frotte l'arête du nez avec le pouce et l'index. Ce geste est tellement familier que je manque de perdre ma contenance. Il faisait la même chose la nuit où j'ai déménagé à la cave, la nuit de la remise des diplômes. Chaque nuit où il a choisi le silence plutôt que la confrontation. Parce que me battre avec ta mère, c'était plus dur que te regarder souffrir. Et à chaque fois, j'ai choisi le chemin le plus facile. Ses yeux sont mouillés. Pas coulants, juste pleins. Le genre de larmes qu'un homme élevé dans une génération où les hommes ne pleurent pas se permet quand les échafaudages tombent, enfin.
Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je te dis que j'ai échoué. Et je te le dis maintenant parce que j'aurais dû te le dire quand tu avais 12 ans. Je le regarde longtemps. Mon père, l'homme qui a failli frapper. Je t'entends, papa. Mais entendre ça n'efface pas ce qui s'est passé. Il hoche la tête. Il ne discute pas. Et rien que ça. Juste ça, c'est un début. Je t'aime, papa. Mais je ne peux pas reconstruire sur des fondations que tu as choisi de fissurer. La semaine après la fête, mon téléphone vibre plus qu'il ne l'a fait en des années. Mais pour la première fois, les appels ne me demandent pas de jouer un rôle. Ils me demandent de parler. La cousine Megan écrit en premier. J'ai vu le diaporama. 3 photos, Tiff. 3. Je suis tellement désolée de n'avoir jamais rien dit. Oncle Ray appelle le lundi. Je connais ta mère depuis longtemps. J'ai toujours senti que quelque chose clochait. J'aurais dû insister davantage. 2 vieux copains de pêche de mon père, des hommes qui étaient à la fête, contactent Marcus. Ils ne disent pas grand-chose. Juste, ta femme a du cran. On respecte ça. Et puis tante Hélène appelle. La même Hélène qui m'avait dit de prendre sur moi. Sa voix est différente maintenant, plus petite. J'ai demandé à ta mère ce qui s'est passé ce soir-là. Elle n'a pas nié, Tiffany. Elle a juste arrêté de parler. Je suis désolée de t'avoir dit de laisser tomber. Je ne savais pas. 4 personnes en une semaine. 4 personnes qui ont vu la même famille dans laquelle j'ai grandi et ont choisi de ne pas regarder de trop près. Maintenant, ils regardent. Ça ne répare rien, mais ça compte. Joseline n'appelle pas. Ma mère n'appelle pas. Puis, 9 jours après la fête, un email arrive de Joseline. 2 lignes. Je ne sais pas qui je suis sans cette famille qui me protège. Je te déteste de me l'avoir montré. Je le lis 3 fois. Je ne réponds pas, mais je reconnais quelque chose dans ces 2 phrases que je n'ai jamais entendues de la part de Joseline. La vérité. Brute, crue, non jouée. Elle ne tient pas un rôle. Elle se tient dans les décombres de la seule stratégie qu'elle ait jamais connue. Et pour la première fois, elle n'a pas de script. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est la chose la plus honnête que ma sœur m'ait jamais dite. J'écris l'email un dimanche matin. Marcus, tond la pelouse. La maison sent la bougie à la lavande que j'ai allumée sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Le portable est ouvert. Mes mains sont stables. Je l'adresse aux 2 parents. Pas un SMS, pas un coup de fil. Un email parce que je veux un enregistrement. Et parce que certaines choses doivent être dites en phrases complètes, pas en fragments coincés entre les interruptions. Maman, papa, je vous aime. Et c'est justement parce que je vous aime que je dois être honnête sur ce dont j'ai besoin pour la suite. J'expose 3 conditions. Pas des ultimatums. Des conditions. Premièrement, je ne serai pas dans la même pièce que Joseline, tant qu'elle ne reconnaîtra pas directement devant moi ce qu'elle a dit et ce que ça a provoqué. Pas un « passons à autre chose ». Pas un « je suis désolée que tu l'aies ressenti comme ça ». Une vraie reconnaissance. Deuxièmement, aucun des 2 ne discute de moi avec la famille élargie à moins que je ne sois présente dans la conversation. Plus de réécriture. Plus de narration de ma vie en mon absence. Troisièmement, chaque visite, chaque appel, chaque interaction respecte ses limites. Si elles sont franchies, je pars. Sans discussion, sans second avertissement. Ce n'est pas une punition, j'écris. C'est une protection. Pour moi, pour Marcus, et pour l'enfant que je porte. Je laisse cette phrase sur l'écran longtemps avant d'appuyer sur envoyer. La grossesse. 12e semaine maintenant. Ils l'apprennent par un email sur les limites, ce qui n'est pas ce que j'avais imaginé. Mais la vérité est que c'est la seule version de l'annonce qui soit honnête. Je ne partage pas cette nouvelle pour manipuler ou culpabiliser. Je la partage parce que les enjeux sont réels et ils doivent comprendre exactement ce qui est en jeu. Si rien ne change, j'appuie sur envoyer, ferme le portable, sors. Marcus coupe la tondeuse quand il me voit. Envoyer ? Demande-t-il. Envoyer. 3 mois plus tard, la chambre d'enfant est vert pâle.
une couleur que Marcus a choisie après avoir lu un article sur les environnements apaisants pour les nouveau-nés. Le berceau est monté, le mobile pend du plafond, de petits oiseaux en bois qui tournent lentement dans le courant d'air de la fenêtre. Mon ventre se voit, maintenant. 16e semaine. Les nausées matinales ont laissé place à quelque chose de plus doux. Un bourdonnement sourd de conscience que tout est en train de changer, dedans et dehors. Ruth passe le samedi. Elle apporte des gratins et des conseils non sollicités sur les horaires de sommeil des bébés. Et j'adore chaque seconde. Elle s'assied à notre table de cuisine et raconte des histoires de l'époque où elle était jeune infirmière. Les bébés qu'elle a mis au monde, les familles qu'elle a vues se former et se reformer, celles qui ont tenu et celles qui n'ont pas tenu. C'est la famille à laquelle j'aurais dû avoir accès depuis le début. Ma mère a maintenu cette distance pendant des années. Maintenant, la distance est à moi de combler. Et je la comble. Mon père appelle le mercredi. Pas de longs appels, 5 minutes, peut-être 10. Il demande des nouvelles du bébé. Il demande des nouvelles de Marcus. Il demande comment je me sens. Il ne mentionne pas ma mère et je ne pose pas la question. On construit quelque chose de petit et de prudent, comme un homme qui répare un raccord, un joint à la fois. Ma mère a envoyé une carte, enveloppe jaune pâle, pas d'adresse d'expéditeur, mais je reconnaîtrais son écriture n'importe où. Dedans, une carte de félicitations générique de supermarché. Sous le message imprimé, de sa calligraphie soignée d'institutrice, j'essaie. 2 mots. Pas assez. Loin de suffisant. Mais plus que ce à quoi je m'attendais. Joseline. Rien. Le silence. Et j'ai appris assez sur le silence pour savoir qu'il en existe différentes sortes. Certains sont une punition, d'autres un cheminement. Je choisis de croire que le sien est la deuxième sorte. Je n'ai pas besoin qu'il soit parfait. J'ai besoin qu'il soit honnête. Et l'honnêteté, c'est un long chemin. Je suis debout dans la chambre d'enfant. La peinture est sèche. Le berceau est prêt. La fenêtre est entr'ouverte et une brise de mai passe par la moustiquaire, faisant tourner ses petits oiseaux en bois en cercle lent au-dessus du matelas. Marcus arrive derrière moi. Sa main se pose sur mon épaule, chaude, solide, le poids de quelqu'un qui s'est tenu à côté de moi, pas devant moi, à travers tout ça. Cette pièce n'a pas d'histoire, je dis. Pas de schéma, pas de rôle. Juste de l'espace. Il ne dit rien. Il n'a pas besoin. Je regarde le placard. À l'intérieur, plié sur l'étagère du haut, il y a le sac de sport gris. Celui que j'ai fait en 4 minutes un jeudi soir. Celui qui pesait 5 kilos. Je l'ai lavé, plié, rangé. Je ne l'ai pas jeté. Il fait partie du dossier. Mais je n'en ai plus besoin. Il y avait une petite fille qui a déménagé à la cave à 12 ans et ne s'est pas plainte. Une femme qui a été diplômée avec les honneurs et n'a pas été vue. Une fille qui appelait chez elle avec de bonnes nouvelles et n'obtenait que du silence en retour. Elle a continué à se présenter. Elle a continué à performer. Elle a continué à croire que si elle faisait assez, il finirait par la regarder. Elle était suffisante depuis le début. Elle avait juste besoin de 7 jours de silence pour enfin l'entendre. J'ai pris un sac et je suis sortie sans un mot. Mais la femme qui a passé cette porte n'est pas la femme debout dans cette pièce. Cette pièce est pour quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui n'aura jamais à mériter sa place dans sa propre famille. Quelqu'un qui sera vu, non pas parce qu'il se produit, mais parce qu'il existe. L'endurance n'est pas une valeur familiale. La transparence, si. Et c'est ici que le nouveau schéma commence. Voilà mon histoire. Et je veux savoir, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez debout à cette fête d'anniversaire avec 60 personnes qui regardent? Vous auriez pris la parole ou vous auriez laissé couler? Donnez votre réponse dans les commentaires. Option A, si vous auriez parlé. Option B, si vous seriez parti en silence. Aucune réponse n'est mauvaise. Les deux demandent du courage. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dans votre vie, partagez-la avec cette personne. Parfois, la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est de faire savoir à quelqu'un qu'il n'est pas invisible.
Il y a d'autres histoires comme celle-ci dans la description ci-dessous. On se retrouve là-bas.